Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Master Mag, une émission réalisée par les étudiants de Master 1 en journalisme à l'Université catholique de Lille. À la présentation avec moi aujourd'hui Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour Julie. Alors pour cette édition, nos reporters se sont penchés de plus près sur notre belle région du Nord. Alors effectivement, au sommaire aujourd'hui, de l'économie, des thèmes de société, du sport et surtout de la culture. Et on commence tout de suite avec un sujet de société. La question financière est un problème pour beaucoup de commerçants, un problème qui demande de l'adaptation. C'est ce qu'ont pu voir Clara et Laura qui sont allées à la rencontre de David Delannoy, responsable de Brock'n'Roll, petite boutique de réparation de guitare, mais pas que. Bienvenue devant Brock'n'Roll, une boutique spécialisée dans la vente et la réparation de guitares, qui depuis quelques temps a aussi ouvert un snack pour égaler les musiciens, mais aussi les gourmands, et qui tous les jeudis soirs organise une scène ouverte. Alors, allons voir de quoi il en retourne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le principe de Brock'n'Roll ? Alors, Brock'n'Roll, déjà, ça existe depuis 1985, donc 30 ans d'existence. Fait des réglages, un peu de lutherie, customisation, pose de micro. Et on a aussi ce qu'on appelle un pack de backline. Donc là, on travaille soit avec des municipalités ou des salles de spectacle. Chaque premier jeudi du mois, il y a une scène ouverte de 19h à 22h30. Donc le principe, c'est que les gens viennent avec leur instrument, enfin, en tout cas les guitaristes, les bassistes. Pour les batteurs, donc il y a une batterie sur place, il y a les amplis, la sono. Donc le principe, c'est que les gens arrivent, ils s'inscrivent, en tout cas pour ceux qui veulent jouer, parce que ceux qui veulent juste écouter, boire un verre sont les bienvenus aussi, bien sûr. Et, donc voilà, donc on forme des groupes éphémères, c'est-à-dire on note sur une feuille, on a une colonne guitariste, bassiste, chanteur, batteur, et on appelle un peu au hasard les musiciens, et puis ils font une prestation de 3-4 morceaux. Est-ce que vous avez une clientèle fidèle ? Ouais. Donc c'est des gens qui achètent souvent des guitares ou qui les réparent souvent ? Les deux. les deux. Après, quelquefois, juste pour des conseils aussi, hein, ça va de soi, on est musiciens avant tout, passionnés, voilà. Et non, quelquefois, maintenant avec le snack, ça peut être juste aussi boire un café, boire un verre, et puis discuter de musique ou plein de choses. Ça reste un endroit convivial. Et depuis quand est-ce que vous avez décidé de vendre des hot dogs ? Alors ça fait maintenant 2 ans que le snack existe. Pourquoi des hot dogs ? Bon, on reste quand même avant tout un magasin de musique, et on ne voulait pas non plus qu'il y ait une odeur de... On préfère l'odeur des guitares à l'odeur des frites, quoi. Donc les hot dogs, c'était une solution justement plus simple. Bon, si je peux citer des noms, il y a le l'hard rock, parce qu'on garde aussi des connotations par rapport à la musique. Voilà, l'activité est plus difficile qu'il y a quelques années, donc pour trouver des nouveaux moyens pour faire face à la crise, tout ça, donc on a décidé de mettre en place un snack. Il y a 7 ans, on était 9 à travailler ici. Et avec la crise 2008, plus le phénomène Internet, on a dû malheureusement dégrossir, quoi. Et on n'est plus que 3 aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'est pas au prix Internet, on ne vend plus. Donc on va dire on est au prix les plus bas qu'on trouve sur le net. On s'aligne de toute façon, même systématiquement, même si, je sais pas, même si sur une guitare à 1500 €, on est plus cher de 10 €. On s'aligne dans tous les cas. Donc le snack, par contre, attire une nouvelle clientèle. Déjà, des gens qui viennent tout simplement passer un bon moment. Et après, forcément, on attire aussi une autre clientèle de musiciens qui ont connu le magasin via justement les scènes ouvertes. Des guitares aujourd'hui, des hot dogs demain. Avec la crise, même le secteur du rock'n'roll est obligé de se reconvertir. Bonjour Clara, votre reportage souligne un point intéressant. L'expansion d'Internet semble être une véritable menace quand même pour tous les secteurs. Oui, c'est une menace et on s'en rend compte même avec un magasin de guitare, puisque maintenant il y a de plus en plus de concurrence. Donc sur Internet, il y a des sites qui se spécialisent dans la vente de guitares, mais pas que. Ça touche aussi ce qui peut être des appareils photo, ce qui peut être des appareils ménagers. Enfin, on trouve de tout maintenant sur Internet et c'est vrai qu'il faut, comme le disait David Delannoy, il faut vraiment s'adapter parce que c'est une concurrence de plus en plus forte qui nous concerne puisqu'on est plus tenté d'acheter sur Internet avec un prix moins cher que d'aller chez un commerçant qui mettra son prix peut-être de meilleure qualité mais plus cher. C'est sûr. Et dans le cas de Brock'n'Roll, est-ce que les hot dogs du coup marchent ? Mais les hot dogs y apportent au moins une nouvelle clientèle, c'est-à-dire qu'avant la boutique était vraiment spécialisée pour les musiciens et maintenant il y a des personnes qui viennent, donc c'est un snack, donc il y a beaucoup de personnes qui jouent de la guitare et qui viennent manger un petit hot dog comme ça
en attendant que leur guitare soit réparée, mais il y a aussi des personnes qui viennent lors des scènes ouvertes, comme il en parlait, et qui prennent le temps de s'asseoir, de déguster un hot dog avec leurs amis. Et c'est la façon qu'ils ont trouvé de contrer un petit peu cette crise. Et même si ça ne contre pas la concurrence, ça leur permet au moins de pouvoir s'adapter au secteur qui évolue. D'accord, très bien. Merci beaucoup Clara pour ces précisions. Et à la suite, Lille Neige vient d'ouvrir ses portes à la gare Saint-Sauveur à Lille et il paraît que c'est un coup de pouce pour les jeunes, notamment ceux qui sont issus de quartiers défavorisés. Un reportage de Camille et Julie. C'est l'effet boule de neige. Organisé par la municipalité, les animations de Lille Neige sont installées depuis le 6 février jusqu'au 6 mars à la gare Saint-Sauveur, nouveau lieu emblématique de la culture et des loisirs. L'événement Lille Neige accueille de nombreux visiteurs. Ils étaient 80 000 en 2014 et 70 000 l'an dernier. Au total, ils sont 1 million à avoir profité depuis 10 ans des animations de l'île Neige, les plages et l'île Ranch. Lancé en 2006 par des commerçants du quartier de l'île Sud, l'île Neige est un événement populaire. Patinoire, piste de luge, jeux gonflables, la ville répète l'opération chaque année pendant un mois avec un budget constant de 250 000 €. Mais ce budget vaut-il le coup? Si, et puis pour les gosses qui partent pas en vacances non plus, pour eux c'est bien. Franchement, ils font du patin, c'est bien. Ils font plein de choses, c'est la luge. Et même mon petit-fils qui est autiste, et ben, franchement, il fait plein de trucs. Je trouve que c'est mieux encore cette année. Il y a plus de choses et c'est 100 fois mieux. C'est une belle occasion de s'amuser. En plus, c'est pas cher et il y a plein de choses pour les enfants. Donc on est ravis de participer. On est bien accueillis avec le sourire et je pense que c'est très favorable et les familles sont réjouies parce que nous, on revient à chaque fois. Dans ce projet municipal destiné à ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, l'emploi des jeunes est pris en compte dès le départ. Été comme hiver, 1510 contrats de travail ont déjà été signés pour assurer l'accueil et l'accompagnement des visiteurs. Cette année, 43 personnes ont été recrutées pour le bon fonctionnement des animations, parmi lesquelles 22 animateurs ont été retenus sur les 76 candidatures. La majorité des personnes employées sont des jeunes vivant essentiellement dans les quartiers politiques de Lille. La ville essaye de privilégier les jeunes les plus motivés et issus des quartiers les moins favorisés. Pour une durée de 2 à 12 semaines, la municipalité embauche les postulants en intérim orientés dans le domaine de l'animation et titulaires du BAFA ou du BAFD. Chaque année, ce sont de nouveaux animateurs qui sont recrutés, un moyen de permettre au plus grand nombre de demandeurs d'emploi de mettre le pied à l'étrier. Rencontrés sur le site de l'île Neige, aucun des animateurs n'a souhaité répondre à nos questions. Bonjour Camille. Bonjour. Alors dans ce reportage, vous nous donnez certains chiffres intéressants, dont un budget de 250 000 €. Et pour toutes les personnes interrogées, la conclusion est donc que l'événement en vaut le coup? En effet, il suffit de se rendre dans les rues du village ou à la gare pour se rendre compte qu'il y a un succès fou. L'année dernière, il y a près de 80 000 personnes qui s'y étaient rendues. On espère battre le record cette année. Il y a de nombreux partenaires qui permettent justement de financer, en plus de la ville de Lille, cet événement. On peut citer qu'il y a à peu près 11 partenaires cette année. Ça a permis d'aider notamment le budget de l'animation qui était de 20 000 €. Il est passé à 0 € cette année. Donc voilà. Et par contre, le tarif qui est gratuit, justement, pousse les gens à venir. 3,50 € seulement pour la luge et la patinoire. Donc la plupart des gens viennent. Oui. Et dans le reportage toujours, vous évoquez l'île Ranch, l'île Neige et l'île Plage. Ce genre de manifestation semble assez important pour la ville de Lille. En effet, la ville de Lille privilégie beaucoup ces événements. Elle a organisé un dispositif qui s'appelle Lille, la ville solidaire, qui justement permet de créer des réseaux solidaires pour, par exemple, organiser pour les personnes isolées une fête de Noël ou pour parrainer des enfants et organiser par exemple aussi des événements comme l'île Plage et l'île Neige. Et elle permet aussi d'aider à l'emploi et privilégie surtout les jeunes des classes défavorisées. Ainsi, dans l'événement, il y a eu 43 personnes qui ont été embauchées. Donc voilà, donc je vous retrouve jusqu'au 6 mars à la gare Saint-Sauveur pour profiter de cet événement. Très bien, eh bien, merci beaucoup Camille d'être venue nous rejoindre en plateau. Merci. Et en cette période hivernale, justement, les SDF sont les premiers touchés par le froid, un fléau contre lequel essaient de lutter de nombreux organismes. Effectivement, Valentine, c'est le cas de l'association lilloise, Une touche d'espoir. Et Léonore et Camille les ont accompagnés lors d'une maraude.
26 bénévoles, quelques sacs et surtout une motivation sans faille. Voici un dimanche aux côtés de l'association lilloise Une touche d'espoir. Créée pour venir en aide à des personnes en difficulté, leur objectif, faire preuve de citoyenneté en aidant l'humain. C'est cet humanisme qui motive les participants, comme nous l'a expliqué Laura, responsable de communication de l'association. Les personnes qui ont créé ce collectif étaient choquées qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens qui puissent mourir d'hypothermie dans la rue. Et du coup, ils se sont dit, en tant que citoyen, en fait, on a un rôle à jouer. Et le rôle, c'est de faire quelque chose pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on s'organise. Et au départ, c'était des maraudes, qui vient, etc. Et on y va tous ensemble. C'est devenu de plus en plus organisé. Et comme vous avez pu le constater, on est de tous âges, de tous horizons, de toutes confessions. Enfin, voilà, c'est de la citoyenneté. Comment trouvez-vous les fonds pour cette association? On fait appel aux outils médias d'aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, évidemment, pour obtenir des fonds. On est passé à la radio, on n'a pas de publicité dans la presse ou quoi que ce soit, hein, donc on se débrouille avec nos moyens. Et puis sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une cagnotte qui est organisée, donc chaque semaine, on fait appel aux contributions. Est-ce que l'État vous subventionne? Pour le moment, c'est pas encore d'actualité, mais rien n'est fermé en fait. Il faut pas. Alors, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que nous, on fait pas appel à l'État puisqu'on est des citoyens. Donc, on fait appel à nous. On fait appel au bon sens collectif. On fait appel à toutes les personnes qui se sentent concernées par le sort d'autres êtres humains. Donc, c'est simplement la citoyenneté. Donc là, l'État pas forcément toujours à se mettre à la place du citoyen. C'est plutôt le citoyen qui a à prendre son destin en main. Leur aide est alimentaire notamment, mais aussi matérielle et morale. Les volontaires font chaque semaine des maraudes pour distribuer de la nourriture, un café ou même simplement un sourire. Aux vies qui en manquent, nous offrons des touches d'espoir. Telle est leur devise. Ce dimanche 21 février, nous les avons donc accompagnés au cœur de Lille. Ça prouve qu'il y a encore de l'humanité sur Terre. Merci d'être là. Merci beaucoup. Les bénévoles repartent les sacs vides, mais avec le sentiment d'avoir accompli leur devoir de citoyen. Bonjour Camille, alors dans le reportage, on voit les membres de l'association Une touche d'espoir qui vont au contact des SDF. Comment cette initiative est-elle est-ce que ça a vraiment du succès en fait auprès des sans-abri? Oui, ça a du succès. Après, tous les SDF ne sont pas forcément au courant de l'initiative de l'organisation Une touche d'espoir. Mais on voit que le bouche à oreille fonctionne quand même assez bien et qu'il y a des bénéficiaires récurrents qui reviennent chaque semaine pour bénéficier des repas qui sont distribués. Et Dounia, une des responsables de l'association, nous expliquait qu'il y avait une multiplication de l'offre de services pour les SDF. Donc ils ne savaient pas forcément à qui s'adresser. Mais c'est somme toute assez positif parce qu'on voit que les mentalités changent, que des choses sont faites, que des initiatives sont prises dans ce sens-là. Et ça reste assez difficile de quantifier le nombre de SDF exact qui bénéficient de ces services. Mais effectivement aussi, ça rencontre un certain succès. D'accord. Mais alors le manque de subventions, ça peut être fatal pour cette association à long terme? Je pense que les subventions étatiques, ce n'est pas forcément une condition pour survivre. Ce qui est vraiment la condition pour cette association, c'est de pouvoir mobiliser une certaine solidarité. Donc au niveau des commerçants, s'ils arrivent à réunir une dizaine de commerçants qui vont leur fournir chacun 10 baguettes, au final, c'est suffisant pour distribuer le nombre nécessaire de repas pour les SDF. Donc je pense que tant qu'il y aura de l'humanité, il n'y aura pas de souci pour que l'association survive. Un beau message. Eh bien, merci Camille. Merci à vous. Et on sort de Lille pour se rendre à Ronchin, où s'est tenue ce week-end la Coupe d'Europe de tennis junior, une manifestation qui a lieu maintenant depuis 23 ans. Un reportage signé Florian, Gaspard et Marine. Depuis 1993, la Coupe d'Europe de tennis junior a lieu au club de tennis de Ronchin. Durant 3 jours, les meilleurs espoirs du tennis européen s'affrontent en finale. Leur objectif, décrocher un podium et faire un jour partie du classement mondial. Alors ça fait 23 ans qu'on organise cette compétition réservée aux jeunes européens de 15-16 ans. Il y a 8 pays qui sont représentés. Il y a d'abord une phase de qualification sur 4 pays européens et les 2 meilleurs de chaque zone viennent ici pour la finale. Mais cette année, la France, qui a raflé 3 fois la médaille d'or en 4 ans, est la grande absente des demi-finales. Alors les Français jouaient en qualification à Cholet. Ils ont d'abord battu l'Espagne en quart de finale et après ils ont été battus par la République tchèque en demi-finale avec un score très serré.
puisque ça s'est joué au tie-break du double décisif. Il leur a manqué malheureusement le numéro 1 français qui n'a pas pu être là pour cause de blessure. Autrement, on les voyait ici. J'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi le joueur numéro 1 n'est pas venu. Enfin, si, je pense que c'est pour blessure. Mais ça fait 2 ans que les Français ne viennent pas. Et peut-être que c'est une génération qui veut ça. Et ça fait 2 ans qu'au niveau des jeunes Français, je veux dire, il y a peut-être moins de niveau, on va dire. À la fin de la cérémonie, les hymnes des 2 finalistes, les Pays-Bas et la Russie, retentissent. La France étant absente du podium, on n'entendra pas la Marseillaise. Bonjour Florian. Bonjour. Alors on ne peut pas s'empêcher de se demander qui a gagné la coupe justement. C'est les Russes. Avec leur rigueur légendaire, ils ont écrasé les Pays-Bas 3-7-0. Voilà. D'accord. Belle félicitations victoire. à eux. Oui, très belle victoire. Et il y a un petit détail qui nous a interpellés, donc Ronchin en France, mais aucun Français n'était présent à ce tournoi. Ouais, c'est clair, c'est assez paradoxal puisque effectivement, comme tu l'as dit, à Ronchin, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc finalement, il n'y a pas de Français, c'est un petit peu étrange. Surtout la cérémonie d'après-tournoi, puisqu'il y a eu tous les hymnes sauf la Marseillaise. Donc ça sonnait un petit peu creux à Ronchin. Et après, on a eu un président qui s'est un peu justement mouillé en disant que c'est un petit problème de génération peut-être. C'est pas faux. Après, ça va pas faire la une de la presse qu'il n'y a pas de Français à Ronchin, mais quand même, c'était assez étrange. Et ça fait quand même 2-3 ans maintenant. D'accord, merci beaucoup Florian. Merci à vous. On continue sur notre lancée direction le Beffroi d'Arras. Ce week-end, Antoine et Adrien ont trouvé une bonne excuse pour se rendre à la 2e édition du festival d'Heroic Fantasy d'Atrébatia, un festival coloré et surtout costumé. Oyez, oyez, bonnes gens. Le week-end du 20 février, l'hôtel de ville d'Arras est peuplé de conteurs, de ménestrels, d'elfes et de trolls. Auteurs, créateurs et amoureux du genre fantastique ont pu s'immerger complètement dans un univers plein de légendes. Le Beffroi de la Place des Héros accueillait en effet la 2e édition du festival Atrébatia, Escales Imaginaires, un événement organisé par une association locale de passionnés de culture celtique et de mythologie arthurienne. Nous avons d'abord rencontré un exposant libraire pour lui demander qui était à l'initiative de l'événement. Il y a effectivement une personne en particulier qui s'appelle Romain Plichon, qui est notre mentor, la personne qui a vraiment lancé l'impulsion de l'association Dolrock. Il est à la tête de l'association Dolrock, qui est un groupe d'amis qui se sont mis effectivement sous l'égide associative pour pouvoir avoir, je dirais, à la fois une unité, une cohérence, et puis proposer quelque chose de carré, d'abouti à Arras. Donc c'est comme ça que le cheminement s'est fait. Et quand on demande à Romain Plichon, grand mage d'Atrébatia, pourquoi avoir choisi le Beffroi, voici ce qu'il nous répond. Pourquoi ce lieu? Tout simplement parce que dans le Grand Nord, au nord de Paris, dirons-nous, il manquait d'une date d'ampleur sur les cultures de l'imaginaire, avec un grand salon qui réunissait des auteurs, des artisans, des illustrateurs, des artistes, peintres, des sculpteurs, des photographes. On a vraiment toutes ces personnes réunies aujourd'hui. Et il manquait une grande date, et nous-mêmes, organisateurs, et toute l'équipe organisatrice, faisaient parfois plusieurs centaines de kilomètres pour aller sur les festivals des autres. Nous sommes tous des personnes très engagées, très amoureux de leur ville. On a souhaité à un moment donné joindre l'utile à l'agréable en faisant un festival à la maison qui mettait en avant le travail des artistes que l'on aime, la ville que l'on aime et l'idée de rendre attractif et vivant pendant un moment un petit peu creux de la saison culturelle, une ville à laquelle on est très attaché. Mais ne pensez pas une seconde que cette bande de joyeux drilles puisse avoir les idées brouillées par les grimoires et les potions. La tête dans les nuages, oui, mais les pieds bien sur terre. C'est grâce à cette savante alchimie qu'un partenariat florissant a pu éclore avec la mairie d'Arras. Il y a une vraie volonté de la mairie d'Arras de continuer à dynamiser la ville. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'entendais quelqu'un dans le grand escalier nous dire « Moi, je suis toujours bluffé parce qu'à Arras, il y a toujours quelque chose ». C'est exactement en fait dans cette dynamique-là que le partenariat avec la ville s'est fait d'une manière absolument exceptionnelle par la mise à disposition du Beffroi, le fait de faire vivre le monument préféré des Français, le patrimoine de l'UNESCO par une culture qui est un petit peu alternative, qui est un petit peu particulière, en tout cas très innovante. Et c'est au final un festival qui financièrement ne coûte pas beaucoup d'argent, mais a beaucoup de valeur. Et oui, de la valeur il en a, puisque le festival est également une belle vitrine pour les talents de la région, à l'image de ses deux compères. Moi je suis Thomas, voici Yann, on est artisan de chimère et notre créneau en fait on fait de la bijouterie artisanale, donc on fabrique tout de A à Z. On part d'un lingot d'argent, d'une pierre brute et on fabrique un bijou avec une pierre, ou plusieurs. Mis à part une visibilité intéressante, c'est l'échange avec le public qui reste le maître mot du festival. Des temps forts sont organisés entre exposants et visiteurs afin de valoriser les savoir-faire. Mais le festival est surtout un temps de fête, dont la première journée s'est achevée au rythme des cornemuses, des tambours et des danses.
Atrébatia, c'est fini pour cette année, mais soyez sans crainte si vous l'avez manqué, la 3e édition est déjà dans les chaudrons et promet de belles escales imaginaires. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc si on nommait le côté imprononçable du mot, ça veut dire quoi Atrébatia? Alors Atrébatia, c'est une signification toute particulière parce que quand on est à Arras, on est sur la terre des Atrébates. C'était une tribu gauloise qui s'étendait sur l'équivalent de tout l'Artois actuel en fait. Et il s'agit donc d'une filiation, en quelque sorte, d'un hommage. Et l'association d'Elrock a décidé de prendre ce mot Atrébat, de lui donner une connotation un peu plus fantaisiste, un peu plus à la Jules Verne. Et c'est comme ça qu'est né Atrébatia. D'accord. Et ce festival est quand même un petit peu particulier. Est-ce qu'il a rencontré le succès escompté? Alors oui, c'est un phénomène assez unique dans le monde des festivals fantastiques puisqu'il s'est monté en seulement un mois. C'était un véritable challenge. Et en fait, les organisateurs ont été les premiers surpris de la réussite du festival puisqu'ils n'attendaient pour la première édition que quelques centaines de personnes. Et il y en a eu plus de 2000. Et face à cet afflux de personnes, la mairie d'Arras a décidé d'allouer le premier étage de son beffroi, cette salle magnifique que vous voyez dans le reportage, pour faire de cet événement un événement absolument incontournable dans la région. D'accord, très bien. Eh bien, merci Adrien pour cette découverte. Et à Lille aussi, il y a de la culture. À la Maison de la Photographie, en ce moment, on retrouve l'exposition Horizon de Julia Lennon. Une exposition à laquelle se sont rendus Pierre, Victor et Vincent, qui ne sont pas restés insensibles face aux clichés. Lorsqu'on voit qu'une exposition photo porte sur le rejet des aborigènes au Kenya et en Éthiopie, ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Ne serait-ce parce qu'on ne sait pas situer les pays sur une carte. Mais quand on apprend que c'est le fils de John Lennon qui en est l'auteur, ça titille notre curiosité. Il a donc fallu se frayer un chemin dans la foule de visiteurs ce jeudi pour contempler les 17 œuvres de l'artiste exposées jusqu'au 6 mars à la Maison de la Photographie. À travers les portraits saisissants, parfois même bouleversants, et des paysages qui donnent le vertige, Julia Lennon montre bel et bien le caractère unique des cultures indigènes. Mais on a eu beau tourner dans l'ancien entrepôt, pas le moindre signe de leur détresse. Mais peut-être ne sommes-nous pas assez expérimentés pour comprendre la quintessence de l'œuvre de Rian. On a tenté de débriefer avec Muriel. Alors, est-ce que vous avez apprécié l'exposition ? Oui, beaucoup. Je suis sensible à la qualité des photos et à l'atmosphère qui se dégage très différente d'une photo à l'autre, d'ailleurs, selon qu'il y ait des personnages au premier plan ou tout petits, perdus dans les paysages. Et certaines sont très émouvantes et on est gagné par exemple, celle-là, par la gaieté des enfants et leur sourire malgré leurs vêtements très pauvres. C'est la joie qui domine, alors que quand même d'autres, vues d'ici, nous sont dérangeantes. La misère a l'air de côtoyer la tristesse, quoi. Et cette tristesse, à quoi est-elle due? Instabilité politique? Pauvreté? Conflit armé? Sécheresse ou crise alimentaire? Eh bien justement, aucune cause n'est évoquée pour expliquer la disparition des peuples indigènes. Et c'est bien dommage. L'esthétisme qui se dégage de l'exposition ne se met pas au service du message. Peut-être parce que prendre des photos au Kenya n'était pas l'objectif initial de l'artiste. C'est dans le cadre de son voyage pour son association. En fait, au départ, c'était pas du tout son but premier de prendre des photos, de créer une série photo, mais au final, il a pris des photos et il a construit au fur et à mesure sa série. Alors qu'à la base, c'était juste dans le cadre de son association et de l'eau potable au Kenya et en Éthiopie. Camille confie à la fin de l'entretien que le succès n'est pas uniquement dû à la qualité des photos. Honnêtement, la personnalité de John Lennon. Et surtout aussi l'influence de John Lennon. L'exposition vaut le détour sur le plan artistique, mais manque de clarté. En revanche, pour Muriel, le problème n'est pas propre au continent africain, mais commun à l'humanité. J'aime pas le mot indigène, on est tous indigènes. Nous aussi, on est des indigènes de l'île. Bonjour Pierre. Alors, Bonjour. On ne peut pas s'empêcher de demander, est-ce que tous les visiteurs là-bas étaient comme Muriel ou est-ce qu'il y avait une distribution de stupéfiants à l'entrée? Bonne question. Comment ça se passe? Figurez-vous que Muriel ne s'était même pas droguée, non, c'est juste qu'elle était vraiment impliquée dans l'exposition. Elle l'a vécu. Bon, après, on a vu une personne assez étrange puisqu'elle a foncé dans la porte, ouais. Elle a payé l'entrée et puis au fait, elle est allée dans la galerie mais tête baissée, à peine elle a regardé les photographies puis est repartie. Après, sinon, toutes les autres personnes étaient à peu près normales. C'est rassurant. Bon, plus sérieusement, vous avez visité l'expo en toute sobriété. Le talent de photographe de Julian Lennon, c'est sans équivoque? Artistiquement, c'est très intéressant puisqu'il joue beaucoup sur la lumière. Les photographies sont très, très belles, elles interpellent. Il y a notamment des portraits qui sont bouleversants, ils nous saisissent au niveau du regard.
Mais comme on l'a dit dans le reportage, l'exposition manque de clarté au niveau du message, puisqu'il dit qu'il veut expliquer la disparition des peuples indigènes. Le problème, c'est qu'il ne nous donne pas vraiment d'explication. D'accord. Il n'y a aucune légende à côté des photos qui explique. C'est dommage, c'est dommage. Effectivement. Bon, merci Pierre pour ce petit débriefing et c'est déjà la fin de ce numéro du Master Mag. N'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions en ligne sur YouTube, sur la chaîne du Media Lab de la FLSH. On vous dit à très bientôt.